Bienvenue dans Impact, l'émission de Mediatico qui redonne du sens à l'économie avec aujourd'hui une émission spéciale sur l'économie circulaire. D'abord parce que la planète ne peut plus supporter notre mode de fonctionnement, exploiter, consommer, jeter. Et oui, il faut vraiment sortir du tout jetable, il faut changer notre modèle de production. Et puis parce que la France se dote enfin en cette année 2020 d'une grande loi sur l'économie circulaire et contre le gaspillage portée par la secrétaire d'État Brune Poirson. Alors c'est une loi qui a donné lieu à des débats houleux. On se rappelle notamment du débat sur le recyclage des bouteilles en plastique. C'est une loi qui va aussi changer le comportement des consommateurs, mais aussi des entreprises. Imaginez seulement que McDonald's est le premier distributeur mondial de jouets en plastique pour nos enfants qui s'empressent de les jeter à la poubelle. Une loi qui a également suscité un lobbying intense. On en parlera tout à l'heure avec Dominique Potier. Il est député socialiste de Meurthe-et-Moselle. Il a été très actif pendant le débat parlementaire. Il est notre invité dans Impact et il répondra tout à l'heure aux questions des lecteurs de Mediatico. Enfin, cette loi pour l'économie circulaire, elle impacte différentes filières économiques en France, puisque les industriels désormais seront responsables des déchets qu'ils génèrent en amont, dès la phase de production. Eh bien ça concerne les articles de sport, les mégots de cigarettes ou encore les déchets du BTP. Et à ce propos, vous entendrez également dans quelques minutes ce qu'en disait il y a quelque temps Christophe Jozon à Mediatico, lorsqu'il était encore chez Eurovia, la filiale de Vinci. Alors, l'économie circulaire a le vent en poupe en 2020. Et on a déjà en France un certain nombre de start-up qui inventent des solutions pour l'économie circulaire. Regardez notamment ce que fait Upcycle. Ils font pousser des champignons sur du marc de café. Upcycle, c'est le coup de cœur de Mediatico. Le marc de café qu'on utilise à Métro Nanterre, en fin de compte, est assez important. On parle de plus de 6 tonnes sur l'année. Et donc, on a décidé de voir la façon dans laquelle on pourrait développer cette réutilisation de notre marc de café. Il y a un système de crédit pleurote en fonction du poids du marc de qualité qu'on leur renvoie, qui va nous permettre demain matin soit d'avoir accès à des pleurotes à vendre, soit avoir accès à des animations. Il faut que le marc soit propre déjà. Donc, ça a déjà nécessité à ce qu'on explique à nos équipes de ne pas mélanger avec des déchets plastiques, avec des gobelets. Et puis ensuite, il suffisait juste de définir une place pour pouvoir stocker le marc et ensuite qu'elle soit récoltée à aujourd'hui toutes les 2 semaines environ. C'est des choses qu'on fait depuis longtemps, nous, dans nos points de vente. On recycle le carton, les palettes, le plastique, etc. Mais on voulait aussi développer des solutions pour nos clients. Et c'est là qu'on s'est rejoint finalement sur cette question du marc de café. Et à la fois le marc de café qui est consommé là, vous l'avez vu sur l'établissement, mais de pouvoir à terme proposer à nos clients des solutions pour la gestion de tous leurs déchets. Et le marc de café c'en est un parmi d'autres. C'est finalement de montrer qu'on peut passer au durable simplement pas à pas. La meilleure façon, c'est de montrer comment on le fait nous, d'expliquer, de montrer que c'est simple, pour après donner envie à nos clients, restaurateurs de faire de même. Le marc de café, en fait, c'est une ressource qu'on trouve très facilement. Et c'est une ressource aussi qui est très riche agronomiquement. On peut le mettre dans le compost, on peut le mettre dans ses jardinières, dans ses potagers. Une fois que le marc de café arrive chez nous, on va le nettoyer, tamiser le marc de café. On va mélanger le marc de café avec d'autres éléments qui constituent de la cellulose. Une fois que ce mélange est pasteurisé, on va rajouter le mycélium de champignon, qui est très vulgairement en fait la graine du champignon, donc la graine du pleurote, et il va se nourrir de tous ces ingrédients-là. Une fois qu'on a fait ce mélange, on le met dans des gros sacs. Il va y avoir 2 phases une fois que c'est mis en sac. La première phase, c'est la phase d'incubation. Permettre au mycélium de digérer en fait tous les ingrédients qu'il a à digérer. Donc le sac qui est à l'origine de couleur un peu marron va devenir compact et blanche. Et en fait, c'est le signe qui indique en fait le champignon est prêt à la fructification, qui est la deuxième phase, la phase de pousse du champignon. Elle va commencer par un choc hydrique et thermique et on va faire croire au champignon qu'il y a une petite pluie d'automne. Et grâce à ça, il va se dire « chouette, je vais pouvoir sortir ». On va faire des petites entailles sur les sacs de champignons et on va apporter la lumière. Au bout de 10 jours, il y a des champignons qui vont se mettre à pousser et de façon extrêmement rapide. Une fois qu'on a récolté les pleurotes, on peut avoir d'autres récoltes avec ce même sac. On les vend frais à Rungis,
mais on les vend aussi sous forme de kit de culture pour permettre à tout à chacun de cultiver chez soi des pleurotes sur mare de café. Upcycle qui a aussi inventé ce composteur de quartier inauguré ici il y a 2 mois par la région Île-de-France. Alors comment est-ce que ça marche? Eh bien vous avez 40 familles du quartier qui chaque semaine apportent ici leurs biodéchets. À l'intérieur il fait 60 degrés, ça développe les bactéries, des bactéries qui vont transformer les déchets de la viande ou des légumes en compost pour les plantes. Alors ça évite de collecter les biodéchets par camion, ça va se développer dans toutes les grandes villes de France et c'est expérimenté ici au Grand Voisin. Les Grands Voisins où on va maintenant retrouver notre invité. Et donc en présence des lecteurs de Mediatico qui nous ont rejoints ce soir au Grand Voisin et qu'on remercie de partager cette soirée avec nous, nous recevons maintenant Dominique Potier. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes député de Meurthe-et-Moselle, député socialiste, ça veut dire que vous êtes dans l'opposition au gouvernement. Vous êtes aussi membre de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale et à ce titre-là, vous avez été très actif durant les débats sur le projet de loi pour l'économie circulaire. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que c'est une grande loi, que cette loi qui a été portée principalement par Brune Poirson? Je vais garder un petit peu de pudeur, je veux dire que c'est une bonne loi. Une loi qui s'inscrit tout d'abord dans une sorte de continuum législatif. Les premières lois sur les déchets que j'ai pu tracer, c'est les années 70-75 précisément. Ça fait donc 45 ans qu'on a fait les premières lois. Il y a une grande étape, c'est le Grenelle de l'environnement, où on prend des décisions extrêmement importantes, notamment la réduction des déchets, une politique très claire de réduction des déchets, qui va ensuite se décliner. Et puis, moi je le dis, puisqu'on a tendance à être très dur avec le précédent quinquennat, il y a 3 lois importantes. La loi sur la transition énergétique, croissance verte. Il y a la loi Hamon sur la réparabilité et sur l'économie sociale, qui va prendre en compte beaucoup de sujets qui vont être approfondis dans la loi Brune Poirson. Et puis il y a la loi de Guillaume Garot, mon collègue socialiste, sur le gaspillage alimentaire, qui inaugure notamment la politique de fin des destructions des invendus. Autrement dit, on considère que la nourriture, c'est pas une marchandise comme les autres, et que cette marchandise a un caractère symboliquement un peu sacré, puisqu'elle vient de la nature, elle nourrit les hommes, elle est porteuse d'un travail, elle doit être partagée, respectée, redistribuée, éventuellement donnée aux animaux et enfin méthanisée, mais elle ne doit plus être jetée. Eh bien, on découvre que dans la loi Brune Poirson, en fait, on étend cette interdiction de destruction des invendus, qui est une marque de civilisation, c'est-à-dire le respect des objets du travail qu'il y a derrière et des ressources de la planète, on l'étend à tous les autres produits. Donc on pourrait dire que cette loi s'inscrit dans une continuité plutôt heureuse et qu'elle a été, et c'est un député de l'opposition qui le dit, une des rares lois où depuis le début du quinquennat, de ce quinquennat, nous avons eu une véritable opportunité sur le plan parlementaire de co-construire la loi avec le gouvernement, et quels que soient nos statuts d'opposants ou de partenaires de la majorité. Alors racontez-nous un petit peu la fabrique de cette loi. Donnez-nous quelques détails sur cette si longue navette parlementaire, sur le lobbying qui a été quand même plutôt intense. Quel est le lobbying d'ailleurs qui a été le plus intense? Est-ce que c'est celui des industriels? Est-ce que c'est celui des collectivités? Est-ce que c'est celui des ONG? Alors, quand on fabrique la loi à l'Assemblée, si on veut être un peu pédagogue et positif, parce qu'il ne s'agit pas de sombrer dans les clichés habituels, on part de 2 réalités, les passions et les réalités des territoires. Pour ma part, moi, je suis marqué par une innovation sur le matériel d'autonomie sanitaire et sociale. On a Envie, chez nous, qui est une entreprise de l'économie sociale, qui invente un nouveau marché, un nouveau secteur économique avec le recyclage de tout le matériel sanitaire et social. Je pense aux fauteuils roulants et à d'autres matériels. Il leur donne une seconde vie. Donc ça, je suis marqué par cette innovation. Je suis marqué par des réalités autour du bois déchiqueté qui ne trouve pas d'issue en chaleur des réseaux urbains. Donc chacun a son histoire, est marqué par ses passions et ses propres histoires. Je viens du monde paysan, donc je suis paysan, donc je suis intéressé par les questions du sol et de dépollution des sols. Donc chaque député vient avec un bagage culturel, une expérience et des passions qui lui sont propres. Une sensibilité politique, mais bien sûr, mais plus que ça. Et puis il y a un gouvernement qui reprend le fil législatif, qui a des grands objectifs et qui va rencontrer l'ensemble des opérateurs. Et c'est, en fait, la loi, quand elle arrive, c'est la confrontation entre des arbitrages déjà faits au sein du gouvernement, et puisque les groupes politiques, à partir de l'expérience des personnes, vont être capables de constituer. Et je trouve qu'en l'occurrence, et dans le cas particulier de cette loi, cette rencontre a plutôt été heureuse, dans le sens où le cabinet de Brune Poirson nous a en amont reçus, comme tout l'ensemble des groupes politiques, pour entendre
nos désirata, nos passions partagées dans le groupe socialiste. Et elle nous a donné des espaces de collaboration pour fabriquer des solutions techniques qui évoluent, des lignes rouges, des ouvertures. Et à la fin, on a un bilan qui, s'il n'est pas, n'a pas fait la révolution, c'est pas le grand soir cette loi, mais on peut dire que c'est un petit matin qui succède à d'autres petits matins et qui marque des progrès. Alors, co-construction de la loi, d'accord, vous l'avez dit, avec vous, avec les différents groupes parlementaires. Co-construction avec les industriels, avec les ONG, oui ou non? Bien sûr, mais je prends la fin du plastique à usage unique. Bon, je voulais prendre un exemple, mais il n'y en a pas sur cette table. Non, on a fait un peu exprès d'ailleurs. Fais gaffe, bien sûr. On est au grand voisin. La fin de l'usage du plastique, tout le monde est d'accord. La question, c'est est-ce que c'est en 2021 ? Est-ce que c'est en 2030 ? En 2040 ? Il y a un compromis qui a été trouvé, mais personne ne peut dire qu'on va mépriser, ce n'est pas les grands capitalistes, les actionnaires du plastique. Ceux-là, à la rigueur, leur capacité à réinvestir, à faire autre chose, on pourrait s'en désintéresser. Après tout, ils sont mobiles sur l'échelle de la planète et ils peuvent réinvestir leurs capitaux ailleurs. Mais je pense aux territoires abandonnés, aux dizaines de milliers d'emplois dans la plasturgie qui sont menacés. Donc l'idée qu'il y ait une transition et que demain, c'est un de mes combats, c'est un de nos combats, dans la transition écologique, sociale, écologique, non seulement on s'intéresse au pouvoir de vivre des citoyens en tant que consommateurs, mais qu'on s'intéresse à la mutation des métiers qui va être extraordinaire dans le diesel, qui va être extraordinaire dans la phytopharmacie. Dans le monde paysan, l'abandon de la phytopharmacie va supprimer des milliers d'emplois, elle va en créer des milliers d'autres. Mais il y a une transition. Et cet accompagnement social des métiers, des territoires et des bassins industriels est une réalité que nous devons prendre en compte. Alors, moi, j'étais plutôt de ceux qui disaient il faut faire plus vite, mais j'entends le cri et l'appel de ceux qui disent il nous faut quelques années, parfois quelques décennies, pour assurer cette transition. C'est toujours trop lent pour la planète, c'est parfois trop violent pour les territoires et les salariés concernés. Donc c'est ces compromis qu'il nous faut trouver, en distinguant le superficiel, l'anecdotique, le symbolique, et puis l'essentiel. Il me semble que cette loi a évité les travers les plus importants. Dernière question sur le lobbying, celui des collectivités locales. On a beaucoup parlé de ce débat houleux autour du recyclage des bouteilles en plastique. Comment vous avez regardé et vécu cet épisode ? La question, c'est quand certains industriels de boissons, et puis dans la tête de la ministre, d'autres opérateurs se disent la consigne, c'est une bonne idée, c'est une petite révolution, etc. Je pense qu'il peut y avoir des intérêts particuliers, industriels, c'est pas un gros mot. Il peut y avoir une intuition que la consigne, c'est l'avenir. Moi, j'étais plutôt de ceux qui pensaient que dans le verre, dans le plastique, c'était quelque chose qui pouvait être étudié. Et puis, il y a une autre réalité, c'est celle des collectivités qui ont mis en place des systèmes de recyclage où on récupère la matière pour en faire une nouvelle matière, etc. Et donc, il y a une source de financement associée, bien sûr. Et derrière les collectivités, il n'y a pas que de la générosité ou de l'altruisme. Il y a aussi des opérateurs, des gains, des bénéfices qui sont faits, et là aussi des emplois et un écosystème économique. Donc c'est deux écosystèmes qui se sont confrontés. Moi je refuse de dire que d'un côté il y avait ni les deux caricatures, il y avait un conservatisme des collectivités qui ne voulaient rien changer, et d'autre part il n'y avait que l'appât du gain de quelques industriels. Il y avait deux hypothèses. Ce qui me semble intelligent, c'est que on ne pouvait pas engager une trajectoire de la fin du plastique à usage unique, accélérer le recyclage de l'ensemble des plastiques, ce que permet aujourd'hui la technologie et ce qu'impose la loi, et en même temps inaugurer un système de consigne qui aurait fait doublon. Donc il était sage de dire, poussons pour les 3 années qui viennent à fond ce que demandaient les collectivités et qu'elles ont gagné. C'est ça le travail parlementaire aussi, c'est d'équilibrer et de trancher les controverses. On a 3 ans donc pour réussir le recyclage de l'ensemble des plastiques, engager une trajectoire de tous les plastiques inutiles dont on va pouvoir se passer en usage unique. Progressivement, elle plus tôt sera le mieux. Et puis, on verra si la consigne peut trouver sa place in fine. Alors, cette loi, elle est dotée de 130 articles. C'est plutôt une loi assez consistante. Quelles sont pour vous les 3 principales avancées ? On ne peut pas négliger le fait qu'il y ait 8 nouvelles filières de responsabilité élargie. Alors ça va du sport, on ne va pas faire l'inventaire à l'après-vert, hein, au jardinage, en passant par machin. Vous allez en parler avec les pros et ils vous en parleront bien mieux. Mais surtout, on a doté, ça j'y suis très sensible, cette loi d'une capacité pour les organismes qui gèrent ces responsabilités élargies des producteurs, donc la seconde vie des produits, à faire des bonus et des malus sur les produits en amont. Donc on va pouvoir taxer jusqu'à 30% de la valeur du produit, un produit qui est
néfaste pour la planète parce qu'il consomme des matières premières précieuses et il peut mal les restituer ou à des coûts carbone trop importants. Et on va pouvoir détaxer en bonus des produits qui au contraire sont vertueux par leur capacité de pérennité, de recyclabilité ou de réparabilité, etc. Donc cette capacité d'influer sur le marché par la taxation suivant la qualité de ces produits me paraît une véritable innovation. Je suis très sensible un petit peu parce que je l'avais introduit dans la loi en 2014, 2014-2015, pardon, c'est cette question de la durée de vie des produits. Je suis persuadé que dès lors qu'on pourra dire qu'une cafetière, une machine à laver, etc., on pourra dire elle est faite pour 1000, 2000, 3000, on pourra mettre derrière un prix et accentuer la capacité qu'ont déjà les industriels à fabriquer des produits qui durent plus longtemps. Bref, on pourra acheter non seulement un produit, mais une durée de vie du produit. Et l'introduction d'une expérimentation en la matière qui prolonge les amendements que j'avais posés en 2015 me semble aller vraiment dans le bon sens. Donc l'indice de réparabilité des produits, pour vous, c'est un point essentiel de la loi. On va expérimenter la durée de vie des produits, l'affichage de la durée de vie des produits de manière volontaire, mais tout ce processus va devenir une évidence dans les années qui viennent. On n'achètera plus un produit, mais une durée de vie du produit. Autrement dit, l'obsolescence programmée va devenir une zone grise, une zone noire, et on va mettre en lumière les produits qui, techniquement, et on sait les faire plutôt mieux en Europe et en France, je pense à l'électroménager, à certaines marques, on est capable de le faire dès lors qu'on a un langage commun, j'y reviendrai tout à l'heure, pour dire aux consommateurs citoyens, ce produit à 10 ans, à 5 ans, etc., eh bien, l'obsolescence prend un coup et le marché prend le relais de la loi pour apporter un peu de vertu sur ces questions de matières premières qui épuisent la planète. Et puis, vous avez porté, vous, personnellement, un amendement qui concerne la filière textile, et vous l'avez présenté contre l'avis du gouvernement. Il a été adopté. Est-ce qu'il est resté dans le projet de loi à l'issue de la commission mixte paritaire ? Je suis l'auteur, il y a 3 ans, d'un combat qui a duré 5 ans. C'est la loi pour le devoir de vigilance des multinationales qui impose aux maisons mères, c'est-à-dire aux donneurs d'ordre, ceux qui ont les capitaux, les actionnaires, de veiller sur le respect des droits humains et de l'environnement tout au long de la chaîne de production, sur les milliers de sous-traitants et de filiales. Cette loi, qui est en train de s'imposer à Madrid, à Berlin, va devenir une directive européenne. Elle est en train de changer la carte du monde et de réformer en profondeur le capitalisme. Et cette loi, elle est née, elle s'est enracinée dans l'opinion publique à partir du drame du Rana Plaza. On est en 2013. Et 1300 morts, c'est le deuxième à Dhaka, Bangladesh. On est sur le deuxième accident industriel après Bhopal. Et on découvre les marques de nos jeans, de nos t-shirts et de nos fringues dans les décombres du Rana Plaza. 3000 victimes en tout, 1300 morts. Et il y a une prise de conscience partout. Il y a cette loi qui enfin est gagnée contre, là aussi, longtemps le gouvernement et des lobbies féroces qui ne veulent pas de cette loi. Pendant 4 ans, je multiplie les exemples pour dire que entre un jean qui n'est pas fabriqué par des gamins et dont les os sont retraités et un jean qui est fait par des gamins en situation d'esclavage ou de travail forcé et dont les os sont rejetés à la rivière, il y a moins de 5 € d'écart. Il y a 10 centimes sur un t-shirt. Et que ça, un peu moins d'argent pour les actionnaires, un petit effort des consommateurs et changer nos modes de consommation, on peut fabriquer cette mondialisation moins malheureuse. Et l'amendement que j'ai fait passer, qui était le plus haut, mais on l'a gagné à l'émotion, on a convaincu des députés de tous les bords, et le gouvernement finalement a accepté de le maintenir, n'a pas fait une deuxième délibération, tant mieux, et on peut s'en féliciter. Il dit simplement qu'après 2 ans d'expérimentation, on rend obligatoire pour les opérateurs du textile un affichage social et environnemental. Autrement dit, demain, quand vous achetez une veste, un t-shirt ou un jean, vous pourrez dire « ce jean-là est vert » parce qu'il n'a pas été fabriqué par des gamins qui sont à l'école. Ils sont à l'école parce que les parents ont un salaire décent, qui est le salaire de survie, et puis les os ont été traités, et surtout le coton n'a pas consommé les 23% des pesticides et insecticides qui sont consommés sur la planète. Il a contribué à une réduction de la pression des pesticides. On est sur une révolution agroécologique dans les modes de production. On a un changement des process industriels et un respect des droits humains. Et ça, vous pourrez l'acheter demain. C'est une révolution. C'est complètement autre chose que Biarritz, où les grands opérateurs du textile disent au président de la République nous allons pour 2050 faire moins d'impact environnement, de gaz à effet de serre, etc. Et ils ne parlent pas du tout du travail forcé et des conditions sociales du travail dans le textile. C'est mieux, je pense, que dire que dans 2 ans, 3 ans maximum,
on a la capacité à avoir des étiquettes, à reconnaître des labels qui fabriquent de l'agroécologie, du droit humain et une juste répartition des valeurs. Alors on parle de la filière textile et c'est vrai que les filières, c'est un peu la grande affaire de cette loi sur l'économie circulaire puisqu'elle engage la responsabilité des producteurs quand ils polluent. C'est le cas du secteur du BTP en particulier qui génère une quantité considérable de déchets. Écoutez ce que nous en disait Christophe Joson quand il était chez Eurovia il y a quelques mois, la filiale de Vinci. Il est aujourd'hui président de la commission économie circulaire de l'UNICEM qui regroupe les entreprises de matériaux de construction. Dans les fournitures de matériaux pour construire des routes, construire des bâtiments, on a besoin de granulats, on a besoin de matière minérale. Et on a besoin de grosses quantités de matière minérale. La matière minérale, c'est 5 tonnes par an et par habitant. C'est la deuxième ressource la plus consommée après l'eau. Donc, je pense qu'on a là un champ d'investigation au sein d'Eurovia et de Vinci pour arriver à utiliser le bon matériau pour le bon usage au bon endroit. Et l'économie circulaire, c'est ça, c'est d'arriver à utiliser le matériau au bon endroit en proximité. C'est une question d'efficacité, c'est une question d'économie de ressources naturelles en utilisant des méthodes de recyclage, mais aussi économie de transport, parce que si on est en proximité, évidemment, moins de camions sur les routes, moins de CO2. S'il y a moins de transport, il y a évidemment moins de CO2. Par exemple, on peut utiliser aussi bien pour faire des routes, des déchets qui proviennent d'anciennes routes, que par exemple des mâches-fer d'incinération d'ordures ménagères, donc quelque chose qui vient de l'incinération des ordures, la matrice minérale qui reste, on arrive à la traiter et à la recycler, ou par exemple un laitier qui vient d'un haut fourneau. Donc là, il y a un lien avec l'industrie. Alors Dominique Potier, la loi dit que les producteurs vont voir leurs responsabilités élargies. Ça veut dire qu'ils vont devoir payer pour la pollution qu'ils engendrent. Ça concerne le secteur du BTP, ça concerne le secteur du jouet, du sport, des cigarettes. Quelles sont les garanties que l'on a aujourd'hui que la loi sera respectée, qu'elle sera efficace, qu'elle ne sera pas contournée ? La résistance de certains secteurs industriels, y compris dans le bâtiment, à freiner l'application de cette loi montre qu'ils la prennent au sérieux. Il faut quand même redonner du crédit à la puissance publique. Quand on a décidé qu'il y avait une REP sur le verre, quand on a décidé qu'il y avait une REP sur les plastiques, quand on a une REP sur ça, elle est appliquée, elle est mise en œuvre. Une REP, donc une filière à responsabilité élargie des producteurs. Alors, quand il y a... il faut quand même donner crédit. Chaque fois qu'on a inventé ces REP, elles se sont mises en œuvre. Il y a parfois, je pense, aux pneumatiques, quelques sujets. On travaille sur le plan politique à améliorer les règlements, à améliorer la loi, mais globalement, les dispositifs se mettent en place et la loi est appliquée. Donc, elle sera appliquée. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps parce qu'il y a 8 nouveaux secteurs qui sont plutôt des niches, mais des niches qui n'étaient pas explorées pour l'instant. Je pense au matériel de jardinage, au sport, etc. Et c'est une bonne chose que ces REP arrivent. Elles seront appliquées. Ça ne réjouit pas spontanément les producteurs ou les distributeurs, et encore moins les distributeurs, mais in fine, ça fabrique une économie plus saine et la capacité d'adaptation des entreprises est assez extraordinaire. Alors, derrière cette loi sur l'économie circulaire, il y a aussi les engagements de la France face à l'urgence climatique. Et parce qu'il y a urgence, vous plaidez pour la reconnaissance du crime d'écocide. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'était une des propositions importantes portées dans la niche parlementaire du groupe socialiste. On était en décembre. La majorité ne l'a pas accepté, le gouvernement ne l'a pas accepté, avec des arguments de droit qui sont pour moi restés assez obscurs. Il aurait pu être amendé pour être précisé. Je pense que on a les crimes contre l'humanité. Et aujourd'hui, dans l'acception moderne, on considère que les atteintes à l'environnement sont des atteintes à la vie humaine, à la dignité humaine. Et en fait, c'est une des... Donc moi, je souhaitais, et j'étais dans les premiers signataires de cette loi sur l'écocide, qui est une sorte de prolongement du plan de vigilance, qui sera une évidence un jour, mais on a raté ce coche et cette occasion de voter cette loi. Je pense qu'on y reviendra et qu'un jour la France adoptera et qu'on aura eu la fierté d'être les premiers à avoir porté ce projet de crime d'écocide. Quelle limite vous mettriez sur ce crime d'écocide ? Parce qu'on ne va pas mettre en prison tous les gens qui polluent. Non, il s'agit de s'attaquer
à ce qui est répétitif, ce qui est massif et ce qui est délibéré, qui porte des conséquences d'une responsabilité identifiée. Donc c'est pas l'accident naturel, c'est pas une fois et c'est pas l'insignifiant. C'était vraiment des pollutions massives, répétées et fruit d'un acte délibéré, d'une négligence, d'une désinvolture ou de l'appât du gain. Moi j'ai tendance à dire qu'on est en train de comprendre que ça ne répare pas notre humanité, y compris notre humanité dans le sens de dire la justice et faire appliquer le droit. On ne pourra pas sauver la Terre. Merci beaucoup Dominique Potier pour ce témoignage à la fois donc spirituel, politique et même philosophique. On vous souhaite une belle continuation. On jette maintenant un coup d'œil à l'agenda de l'ESS. Les rendez-vous à ne pas manquer ce mois-ci dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, eh bien ça commence aujourd'hui et demain par le Salon des entrepreneurs à la Porte Maillot à Paris, dont Mediatico est partenaire. 8 millions de Français veulent entreprendre dans les 2 ans. Si c'est votre cas, engagez-vous donc pour l'entrepreneuriat social. Le 10 février, ce sera la fin des candidatures pour le prix international de la Fondation La France s'engage, qui est axé cette année sur le pouvoir d'agir des femmes. Le 21 février, la Fondation Cognac-Jet organise ses 3e rencontres solidaires pour découvrir des initiatives remarquables, pour échanger avec des innovateurs sociaux et pour présenter ses 10 lauréats 2019. Enfin, vous pouvez encore postuler pour le programme d'accélération Les Ambitieuses Tech for Good de La Ruche. C'est jusqu'au 23 février seulement. Voilà, Impact, c'est fini pour aujourd'hui. Prochain enregistrement le 19 février pour une émission spéciale sur les élections municipales et l'économie sociale et solidaire. On recevra notamment François Dechy de l'entreprise sociale Baluchon. Il s'engage sur une tête de liste. On lui demandera pourquoi. On compte sur vous pour être présent avec nous le 19 février. Et d'ici là, pensez à votre impact et agissez.